Vous vous êtes peut-être demandé, suite à l'explosion des prix des métaux, que ce soit les métaux précieux ou les métaux de base qui ont regagné un peu plus d'intérêt, comment vous y exposer et dans quelles entreprises investir pour profiter de cette hausse structurelle à long terme. Vous avez peut-être en portefeuille des ETF qui répliquent la performance des métaux ou peut-être même des métaux physiques chez vous. Cependant, vous connaissez les désavantages associés à ces ETF physiques, que ce soit les décalages entre les flux financiers échangés et les stocks d'or réels en possession du fonds, qui ne sont parfois pas assez suffisants pour couvrir l'ensemble des positions de leurs clients, ou parfois même la difficulté à répliquer parfaitement la performance des prix des métaux, mais aussi les frais associés à leur détention. Pour les métaux physiques, bien que cela peut être avantageux fiscalement pour des détentions très longue durée, il y a bien évidemment des contraintes associées au stockage qui est loin d'être pratique et qui peut être coûteux si l'on le délègue à un tiers. C'est pourquoi ces solutions qui sont souvent le plus répandues lorsqu'on souhaite s'exposer au prix des métaux ne sont pas forcément les plus simples ni les plus pertinentes, que ce soit pour des questions de logistique ou de propriété. Et vous vous demandez naturellement si c'est bien la meilleure option ou s'il n'existe pas un meilleur moyen de s'y exposer plus judicieusement. Et justement, cela fera l'objet de cette vidéo, puisque nous allons nous intéresser à un type d'entreprise très spécifique et relativement peu connu du grand public, qui sont les entreprises de redevances minières, les royalties et les streaming companies. Et nous permettront de nous exposer pleinement au prix des métaux, avec une diversification géographique et métallique, et même parfois avec une certaine décote entre leur valeur intrinsèque et leur prix. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les royalties et les streaming companies, comment elles fonctionnent, leur rôle dans l'industrie minière, les différents types de royalties, quels sont leurs avantages et leurs risques, et pour conclure, nous verrons pourquoi est-il si pertinent en tant qu'investisseur de détenir ce type d'entreprise en portefeuille. Commençons tout d'abord par définir ce que sont les royalties. Les royalties ou redevances sont des paiements réguliers versés à une entreprise pour l'utilisation de ses actifs, qu'il s'agisse d'œuvres protégées, de franchises ou de ressources naturelles. Mais dans le secteur minier, c'est un peu différent, puisqu'elles sont utilisées comme mode de financement où les entreprises financent des projets d'extraction en échange d'une part des revenus ou de la production future de métaux. Ce type de financement est essentiel lorsque les banques refusent de s'aventurer dans des secteurs considérés comme trop risqués, comme l'exploitation minière, surtout pendant les phases de prospection ou de développement. De plus, le développement des mines coûte cher et les revenus sont loin d'être garantis. Ce sont alors les entreprises de royalties et de streaming qui financent en partie ce type d'activité à la place d'institutions financières classiques. En échange de ce risque, elles s'assurent une part des bénéfices futurs de la mine sans supporter tous les risques d'exploitation directe liés aux opérations. Soit la relation entre les royalties compagnies et les minières est assez simple. Un financement en amont contre une promesse de profit futur. L'entreprise minière obtient des fonds nécessaires pour démarrer ou étendre ses activités, et ainsi, l'entreprise de royalties capte une partie de ses revenus ou des métaux produits. Historiquement, les royalties ont été utilisées pour financer seulement les projets qui étaient jugés comme très prometteurs. Mais ce modèle s'est rapidement élargi. Aujourd'hui, les acquéreurs de différents projets miniers peuvent aussi structurer leurs acquisitions en incluant des royalties, ce qui leur permet d'étaler leurs paiements de financement et de sécuriser ainsi une partie de leur production. Il existe plusieurs cas de figure dans lesquels les royalties sont utilisées. Par exemple, une entreprise peut transformer une participation minoritaire dans une joint venture en royalties. On peut aussi voir des accords où les propriétaires des sols touchent des royalties en échange de leur exploitation. Ce modèle de financement est vraiment très pertinent puisqu'il permet d'aligner les intérêts de l'ensemble des différents acteurs impliqués et surtout de diluer le risque. Quand on parle de royalties et de streaming, il est essentiel de bien comprendre la différence. Dans le cas des royalties, l'investisseur touche un pourcentage des revenus d'une mine sans jamais recevoir physiquement les métaux. En revanche, dans un accord de streaming, l'entreprise obtient une partie de la production de métaux à un prix réduit qu'il peut revendre ou conserver. Pour la petite histoire, ce mode de financement a commencé à devenir une référence dans le monde minier avec Franco-Nevada dans les années 80 lorsqu'ils ont acquis une part des revenus d'une mine au Nevada. Et ce n'est que plus tard, en 2004, que Wheaton Precious Metals a innové en introduisant le streaming avec l'achat physique d'argent qui n'était pas encore extrait de ses propres mines. Maintenant, nous allons passer en revue les différents types de royalties puisqu'il en existe plusieurs. Les deux principales catégories sont les royalties basées sur les revenus et les royalties basées sur les profits. Leur différence réside dans la manière dont elles sont calculées et dans les coûts déduits avant que la redevance ne soit versée, mais aussi dans l'ensemble des autres aspects contractuels comme l'expiration du droit ou autre. Le premier type de royalties basé sur le revenu est le Net Smelter Return. C'est un pourcentage du prix de vente des minerais après déduction de certains coûts spécifiques. Les coûts peuvent englober le coût de traitement, donc fusion, raffinage, les frais de transport, et parfois d'autres coûts peuvent être définis dans le contrat comme des coûts administratifs ou autres coûts logistiques. Les principales caractéristiques, c'est qu'il est basé sur la valeur ajoutée après traitement, ce qui réduit l'impact des fluctuations induites au coût de production brute. L'ensemble des différentes déductions dépendent des contrats et il est très généralement appliqué dans l'industrie minière pour les métaux précieux et les minerais nécessitant un traitement complexe. Les bénéficiaires incluent souvent les anciens propriétaires de droits miniers ou des investisseurs.
Le second est l'Overriding Royalties. C'est une redevance perçue pour la production brute, mais elle est généralement attribuée à un tiers qui n'a pas le droit de propriété directe sur le terrain ou la ressource. Ses principales caractéristiques, c'est qu'elle est attachée au bail plutôt qu'à la propriété du terrain, et elle est payée au titulaire du droit en pourcentage des revenus générés par la production brute avant déduction des coûts, sauf certaines taxes éventuelles et frais de transport dans certains cas. Elle expire lorsque le bail du sous-jacent expire, et elle est souvent attribuée à des investisseurs, géologues ou consultants en échange de leur contribution à un projet. Troisième type de royalties basées sur les revenus, ce sont les grosses royalties, qui est une redevance prélevée sur la production brute également, mais elle est généralement attribuée aux propriétaires du terrain ou à une partie ayant les droits de propriété directe sur la ressource. Ces caractéristiques vont être qu'elle est en effet basée sur la production brute sans tenir compte des coûts d'exploitation. Elle est associée directement aux droits miniers ou au titre de propriété foncière. Elle ne dépend pas d'expiration à un bail spécifique, mais plutôt de la durée d'exploitation de la ressource. Et enfin, on va retrouver le Freehold Royalties ou l'Essor Royalty, qui est un pourcentage de la production brute ou des revenus attribués aux propriétaires privés d'un terrain libre, souvent dans le cadre d'un contrat de bail. Les coûts déductibles peuvent être vraiment variables en fonction des différents contrats, et ses principales caractéristiques, c'est qu'elle est directement liée à un titre foncier privé. Elle peut inclure un loyer minimum ou une compensation si aucune production n'a lieu sur son terrain, et cela peut faire l'objet par exemple d'une redevance compensatoire. Il est souvent considéré comme un droit perpétuel tant que le terrain est exploité, et elle donne aux propriétaires fonciers un pouvoir de négociation relativement important. Cette type de redevance, comme elle est associée à des terrains privés, elle est très répandue en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Pour faire un comparatif un peu plus global et bien comprendre la différence entre chaque différente royalty, voici un tableau regroupant l'ensemble des différentes caractéristiques pour chaque type de redevance. Alors bien sûr que je ne vais pas vous faire l'affront de les lire une par une, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour bien prendre le temps de lire les différences, si jamais vous ne comprenez pas la différence entre chaque type de royalties. Et en suivant, je n'aborderai pas également précisément les différences entre chaque type de royalties basées sur les profits, qui sont sensiblement les mêmes dans le fonctionnement, mais qui bien sûr se basent cependant sur les résultats nets et non les revenus bruts comme ici. Je partagerai ce tableau et je détaillerai éventuellement les royalties basées sur les profits dans ma liste d'emails pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, à le liker, à le commenter et surtout à le partager. Je vous partagerai dans ma liste d'emails des entreprises de royalties et de streaming qui me semblent pertinentes, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous souhaitez recevoir la liste. Je vous remercie par avance pour votre soutien et revenons au sujet de la vidéo. Chaque type de royalties offre des avantages et des inconvénients pour les parties impliquées. Les modèles simples, comme les grosses royalties, favorisent les détenteurs des royalties, tandis que les modèles un peu plus complexes, comme les Net Smelter Return, protègent davantage les opérateurs miniers en intégrant une partie des coûts dans le calcul. Alors lorsqu'on investit dans des entreprises de redevance, on souhaitera investir dans des types de royalties à leur avantage, soit qu'elles ne prennent pas en compte les coûts opérationnels dans leur redevance. La raison pour laquelle ce modèle de financement est présent quasi systématiquement dans les processus de financement actuels des activités minières, c'est que c'est vraiment un deal win-win pour tous les acteurs et qu'il y a de nombreux avantages pour une entreprise minière d'utiliser ce mode de financement. Raison pour laquelle elle occupe une place de plus en plus importante dans le financement des projets miniers sur ces dernières années, où actuellement près de 40% des financements globaux se font via des accords de royalties. Comparé au financement classique par de la dette, il offre des conditions plus flexibles et moins risquées pour les entreprises minières. Les accords de streaming et de royalties s'étendent souvent sur des périodes beaucoup plus longues. Cela réduit les risques financiers en cas de baisse des prix des matières premières, et ces accords imposent peu de restrictions sur la manière dont les fonds sont utilisés. Et puis, contrairement au financement par de la dette, il n'y a pas de clause de remboursement anticipée dans un cas de prévision d'exploitation trop défavorable. Et puis bien sûr, les risques liés à la production et à l'exploitation sont répartis entre les différents intermédiaires. De plus, les Streamings and Royalties Company sont également très avantageux par rapport au financement en actions. Ces accords de royalties sont généralement appliqués à un actif unique et n'affectent pas la structure de l'actionnariat global de l'entreprise minière. De plus, il est idéal dans les périodes où le cours de l'action est inférieur à la valeur nette des actifs. Et puis ces accords aussi ne modifient pas la propriété de l'entreprise ni sa direction, ce qui pourrait entraîner également des coûts additionnels comme des frais de courtage ou des décotes sur les marchés induits par cette dilution en actions. Les entreprises minières qui ont recours à ce type de financement sont relativement variées, puisque les objectifs ne seront pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise et de la maturité des projets. Pour les grands groupes et les entreprises de taille moyenne, elles utilisent généralement ces accords pour améliorer leur bilan financier et réduire leur levier d'endettement. Pour les plus petites entreprises et les juniors, elles y voient une solution pour financer des projets spécifiques, souvent au stade du développement ou d'exploration, là où les institutions bancaires ne souhaiteront jamais les financer. Globalement, le marché des streamings et de royalties company reste très fragmenté. Les 5 principaux acteurs représentent environ 50% du marché,
tandis que les petites entreprises et les juniors occupent entre 25 et 30%. Jusqu'à présent, la majorité des accords de streaming concernent les métaux précieux, comme l'or et l'argent, qui représentent plus de 90% des volumes streamés en 2020. Toutefois, on observe un intérêt croissant pour le streaming d'autres matières premières, ce qui pourrait diversifier davantage ce modèle de financement. Ce cadre flexible et structuré fait des streamings et des royalties des outils indispensables pour répondre aux besoins de financement des entreprises minières. L'ensemble de ces raisons explique pourquoi ce moyen de financement est devenu une référence pour l'industrie. Depuis 2010, ces types de financement n'ont cessé de croître, passant de 2,1 milliards à plus de 25,8 milliards en 2019. Et cette accélération s'est produite dans un contexte où l'accès aux capitaux via les marchés traditionnels, qu'il s'agisse par de la dette ou des actions publiques, est devenu de plus en plus difficile. Le secteur minier et des matières premières ont perdu leur attrait auprès des investisseurs, notamment depuis la fin du super cycle des matières premières dans les années 2000 et fin 2010. Bien que cette source de financement soit avantageuse pour les entreprises minières, elle est tout aussi pour les entreprises qui accordent ce financement. C'est bel et bien un deal win-win comme je l'ai déjà mentionné. Les entreprises de royalties, en acceptant le risque financier associé à ce type d'activité, a ainsi une exposition directe à la fluctuation des prix des matières premières tout en se détachant des risques opérationnels. Elle a ainsi une structure de coût extrêmement stable et prévisible. Les paiements des royalties sont prédéfinis et effectués à livraison, ce qui réduit considérablement les risques financiers liés à l'exploitation directe. Un autre avantage associé est la possibilité de bénéficier des activités d'exploration et d'expansion des mines, et généralement sans coût supplémentaire. Les accords bien négociés offrent donc un potentiel de hausse significative si de nouveaux gisements sont découverts ou si la durée de vie d'une mine est prolongée. De plus, ces entreprises diversifient leur portefeuille en s'exposant à un large éventail d'actifs, contrairement aux opérateurs miniers qui dépendent que de quelques mines seulement. Et c'est cette diversification qui renforce ainsi leur gestion des risques. En effet, bien que cette source de financement soit bénéfique pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, il ne faut pas tout de même oublier que ce sont des activités risquées, que ce soit d'un point de vue financier ou opérationnel. Il y a alors des risques non négligeables à prendre en compte lorsque nous investissons dans ce type d'entreprise. Le premier est que pour financer des mines, les compagnies de royalties et de streamings ont besoin de capitaux importants. Les deux principales options pour lever des fonds sont soit les émissions d'actions, donc cette méthode permet de maintenir un bilan sans dette mais dilue la part des actionnaires existants. De plus, cela peut être très problématique si l'investissement dans la mine échoue. En revanche, si la mine réussit, les investisseurs bénéficient de cette hausse des revenus. La seconde option est le recours à la dette, et puis bien qu'elle évite la dilution, elle expose l'entreprise à l'obligation de rembourser le capital, et bien évidemment avec des intérêts. Dans le meilleur des cas, si la mine est rentable, les flux de trésorerie couvriront ces remboursements. En revanche, si le projet échoue, l'entreprise devra supporter le remboursement de la dette, ce qui peut nuire à sa santé financière. Le second risque est bien sûr lié à la fluctuation des prix des matières premières. Les prix spot de métaux ont un impact direct sur les revenus des entreprises de royalties. Une diminution des prix spot entraîne naturellement une réduction des revenus de ces entreprises, puisque les entreprises minières voient leurs revenus baisser ou doivent vendre les métaux à un prix inférieur. Ces entreprises sont donc exposées à la volatilité des prix des marchés des matières premières, et c'est un facteur sur lequel elles n'ont qu'un contrôle limité. Un troisième risque qui peut être identifié et qui peut être un peu plus néfaste et impactant sur la rentabilité des entreprises de royalties est le retard ou l'arrêt de l'exploitation de certaines mines. La production d'une mine est rarement linéaire. Il peut y avoir des retards causés par des problèmes opérationnels, des conditions climatiques ou de réglementation qui affecteront directement les flux de trésorerie de ces entreprises puisqu'elles dépendent de la livraison des métaux ou des paiements associés. Et tout retard dans l'exploitation d'une mine se traduit par une interruption des royalties, d'où l'intérêt d'être suffisamment diversifié pour l'entreprise afin de ne pas être dépendant à un seul actif. Bien que ces entreprises représentent naturellement des risques comme tout secteur, elles n'en restent pas pour autant peu attractives, ce qui explique la croissance historique de la part de ces entreprises dans les financements miniers. Cette croissance sera probablement soutenue dans un contexte actuel où les financements classiques sont encore difficilement accessibles pour ce type d'activité. De plus, comme nous l'avons vu, les entreprises de royalties et de streaming ne couvrent qu'une partie de la production de métaux globale. Par exemple, dans le secteur des métaux précieux, qui est le plus développé, ces contrats représentent environ 14% de la production d'or et moins de 6% pour l'argent. De plus, elles restent relativement très concentrées sur ces métaux précieux, alors que des métaux comme le cuivre ou le nickel, qui connaissent une forte croissance de la demande et un approvisionnement limité, pourront être aussi financés par des royalties et des streaming companies. Cette sous-diversification sur l'exploitation des métaux est aussi visible d'un point de vue géographique. En effet, les entreprises de royalties et de streaming se sont concentrées en Amérique du Nord et du Sud essentiellement. Environ 50% des contrats actuels sont liés à des mines situées au Canada, au Mexique, au Pérou et aux États-Unis.
Cela s'explique par une concentration géologique des mines et des métaux de base, et donc la présence d'industries minières déjà bien établies, mais surtout des cadres juridiques favorables. Cependant, en dehors du continent américain, ces accords restent rares. Une adoption accrue dans d'autres régions, comme l'Australie ou l'Asie du Sud-Est par exemple, représenterait une opportunité majeure pour les acteurs actuels et les nouveaux entrants. De plus, dans des régions jugées à risque élevé, comme l'Afrique ou certaines parties de l'Asie, où les taux d'intérêt sur la dette sont très élevés, les accords de streamings et de royalties peuvent offrir une alternative de financement très compétitive. Depuis les années 2010, le sous-financement de l'exploration par les grands groupes et les juniors a entraîné un affaiblissement des projets en pipeline et une crise imminente des réserves pour de nombreuses matières premières. Pour combler cet écart et répondre à la demande croissante, des investissements massifs seront nécessaires. Si le marché actions et de dette publique commence à redevenir accessible pour certains acteurs miniers, ces capitaux risquent d'arriver trop lentement et à des conditions moins attractives. Le financement via les streamings et les royalties se positionnera alors comme une solution de choix pour l'ensemble de ces besoins en capitaux, ce qui aura pour effet également de stimuler les dépenses pour l'exploration. Actuellement, l'intérêt des investisseurs pour les secteurs miniers se ravive un petit peu, notamment pour les sous-secteurs stratégiques, comme pour les métaux associés au stockage d'énergie électrique, comme le cobalt ou le nickel. Et ces mêmes investisseurs cherchent à s'exposer directement aux matières premières, tout en minimisant les risques environnementaux, sociaux, de gouvernance et bien sûr opérationnels liés à la détention directe d'actifs ou à l'investissement dans les actions des entreprises minières. C'est pourquoi les entreprises de royalties et de streamings répondent parfaitement à l'ensemble de ces attentes. Ils offrent une exposition directe au prix des matières premières, tout en diversifiant les risques grâce à un portefeuille d'actifs très varié. Par ailleurs, ils minimisent les risques liés à la gestion et à l'exploitation des mines, ce qui est souvent un frein et un point faible aux yeux des investisseurs lorsqu'il est question d'investir directement dans des entreprises minières. Pour conclure, voyons pourquoi est-il si avantageux d'avoir en portefeuille des entreprises de royalties et de streaming. Premièrement, je pense que vous l'avez globalement très bien compris au cours de cette vidéo, c'est que les entreprises de royalties bénéficient directement de la hausse des prix des métaux et toute découverte supplémentaire sur la propriété sous contrat de royalties est automatiquement inclus dans les revenus futurs et ceci sans coût supplémentaire pour l'investisseur. Investir dans ce type d'entreprise, c'est également s'immuniser en partie aux arrêts de production qui s'avèrent très coûteux, que ce soit par les grèves, les blocages des routes, les fermetures des mines, puisque les entreprises de royalties n'assument pas les coûts opérationnels liés à l'exploitation. C'est également une excellente protection contre l'augmentation des taxes et des charges sociales, puisque ces entreprises sont moins exposées que les différents opérateurs miniers. De plus, contrairement à ceux qui exploitent, aux mineurs, elles ne gèrent pas directement les sites miniers, ce qui réduit leur exposition aux risques environnementaux et législatifs. De plus, elles n'ont pas nécessairement besoin de financement important, puisqu'elles utilisent les revenus issus de leurs redevances de leurs autres actifs pour faire l'acquisition de nouvelles royalties dans d'autres mines. Elles ont alors un coût du capital plus faible que ces entreprises minières, car elles sont naturellement moins endettées et leurs activités est considérées comme moins risquées, car elles ne supportent pas directement le risque opérationnel. De plus, et c'est selon moi peut-être le meilleur avantage de ce type d'entreprise, c'est qu'elles fonctionnent avec très peu d'employés, ce qui limite les frais généraux, et c'est un peu lié à leur business qui est extrêmement simple. Et pour vous montrer à quel point c'est un business simple, qui nécessite peu de moyens humains, Franco Nevada, qui est la principale entreprise du secteur des royalties compagnie, compte seulement 42 personnes au sein de l'entreprise pour un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars, soit le revenu généré en moyenne par une personne au sein de l'entreprise est de 28 millions. En comparaison, Barrick Gold, c'est près de 22 000 personnes pour 11 milliards de revenus, soit seulement 500 000 dollars générés par employé pour Barrick Gold. Ce comparatif nous montre à quel point ce business model est simple et nécessite peu de moyens pour une création de valeur extrêmement importante. Et comme le dit très bien Warren Buffett, il n'essaye d'investir que dans des business qui sont tellement exceptionnels qu'un idiot pourrait même être à sa tête. Car un jour ou l'autre, cela va arriver. Et puis la raison pour laquelle aussi ces entreprises sont si bénéfiques pour nous investisseurs, c'est que contrairement à de nombreux producteurs miniers, les entreprises de royalties et de streaming voient leur cours boursier évoluer positivement avec le prix des métaux. Par exemple, si l'or a augmenté de 700 dollars l'once au cours des 5 dernières années, de nombreux mineurs comme Barrick Gold n'ont pas vu leur marge croître, car les coûts ont également explosé. Leur coût de production All-in Sustaining Cost est passé de 800 dollars l'once à 1300 dollars l'once. On voit alors qu'il y a une certaine décorrélation entre l'augmentation des prix des métaux et l'évolution des cours des entreprises minières induite par cette hausse des coûts de production. Et bien sûr, ceci n'est pas le cas des entreprises de royalties et de streaming compagnie, puisqu'elles ne dépendent pas des coûts de production. Et c'est pourquoi ces entreprises, lors de marchés baissiers, arrivent à le traverser sans difficulté majeure, car elles ont de faibles coûts et ils sont relativement fixes. De plus, dans des contextes de marché très pessimistes, elles profitent également pour acquérir de nouveaux actifs de qualité à des prix vraiment très attractifs. C'est pourquoi parfois des entreprises se retrouvent avec des portefeuilles d'actifs très diversifiés, où l'on a certaines mines à différents stades de développement, et elles sont alors beaucoup moins exposées aux défaillances individuelles de certains projets.
Et puis ce modèle de financement ne se limite pas qu'à l'or et à l'argent, il s'étend également à d'autres secteurs comme le pétrole, le gaz, mais aussi à d'autres métaux. Et bien évidemment, une des principales caractéristiques associées à ces entreprises, c'est qu'elle permet de bien dormir la nuit en tant qu'investisseur. Avec des marges prévisibles, un modèle moins exposé aux aléas opérationnels, puisque ce sont des entreprises avec des revenus prévisibles, et c'est aussi le type d'actif du secteur qui est le plus performant historiquement. En quelques mots, c'est moins de prise de tête, plus performant, avec une diversification supplémentaire pour votre portefeuille, finalement, que demander de plus? Soit comme nous l'avons vu, ces entreprises offrent une combinaison de stabilité, de diversification et d'exposition aux matières premières, ce qui en fait des actifs extrêmement intéressants car elles nous permettent, en tant qu'investisseurs, de nous exposer pleinement à la fluctuation des prix de métaux tout en effaçant partiellement les risques opérationnels associés à l'exploitation des mines. Quel que soit le cycle économique, les royalties et les streaming companies performent extrêmement bien et c'est ce qui fait ce type d'entreprise un premier choix lorsqu'on souhaite maîtriser sa volatilité dans un marché comme celui des métaux et des entreprises minières. Elles sont particulièrement résilientes en période de crise dans le secteur minier, par exemple entre 2010 et 2020, alors que les entreprises minières traversaient une période très difficile, les sociétés de royalties et de streaming ont continué pourtant à très bien performer, surpassant les mineurs et même parfois la performance des prix des matières premières. En phase de reprise, elles profitent aussi de la dynamique et obtiennent souvent des performances supérieures à celles des matières premières elles-mêmes, c'est pourquoi cela en fait un excellent choix pour s'exposer à ce secteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, à m'indiquer si vous appréciez ce type d'entreprise et si vous en aviez en portefeuille. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.